quelque chose, une balle courbe que tu n'avais pas vu venir, puis tu es comme, fudge, OK. Là, il faut que j'attache mes patins, puis il faut que j'avance. J'ai pris l'engagement de faire d'autres choses, d'acheter d'autres produits. Fait que là, le distributeur, il se réveille et dit « OK, c'est beau, le deal est complété. Parfait, c'est quoi ta stratégie d'achat? » Mais tout au niveau de tes revenus, parce qu'en tant qu'ingénieur, faisant un salaire intéressant, une grosse partie s'en allait à eux autres. Puis ça m'a pris un bon 5 ans pour finaliser ça. Est-ce que tu penses que sans avoir acheté de l'immobilier, tu aurais pu faire cette acquisition-là? Non. Oui, c'est possible. C'est extrêmement difficile et seulement une maigre partie de la population est capable de le faire. Différentes communautés, pas juste les Blacks, mais dans différentes communautés, il y a beaucoup de monde qui ont la mentalité de « je veux faire les affaires par moi-même, non, je fais pas confiance aux autres ». Tu as besoin d'avoir des gens pour pouvoir te supporter puis t'aider à te développer. En termes de confiance, la confiance, les gens, tu n'es pas obligé de la donner gratuite. Ça se gagne, ça se bâtit. C'est à toi aussi d'aiguiser ton œil. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. J'ai des annonces à vous expliquer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter les annonces que j'ai pour vous. Sinon, avant de terminer la vidéo, allez à la conclusion pour écouter les annonces parce que je fais des événements. Vous allez avoir l'opportunité de me rencontrer, de serrer la main d'investisseurs immobiliers. Si vous recherchez du partenariat, si vous recherchez des deals, si vous désirez embarquer dans le monde de l'immobilier, allez à la fin de la vidéo où est-ce que je vais vous expliquer les annonces que j'ai pour vous. Jean-Donald, un gros merci d'être venu. Ça fait quand même un bon petit bout qu'on se connaît. Un petit moment, effectivement. Crime, le temps passe tellement vite. Oui. Depuis la dernière fois que je t'ai vu à aujourd'hui. Ça fait quasiment peur. Vraiment. Mais pourquoi je voulais t'avoir, c'est surtout pour ton parcours, puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Parce que surtout avec la chaîne YouTube que j'ai partie, l'audience que j'ai partie, je veux pas, je suis dans l'immobilier. Mais il n'y a pas juste l'immobilier dans le monde. Puis aussi, une des choses que je réalise, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui... je crois que tout dans la vie te sert de leverage pour aller à un prochain niveau. Tout à fait. Puis je trouve ton parcours, c'est littéralement ça. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, même pas, avant de rentrer dans ton parcours, puis tes équipes, puis tout ça, j'aimerais ça que tu nous partages un fail. Parce qu'avec ton parcours, c'est sûr que tu dois... Écoute, des fails, j'en ai énormément. Mais un coup, là, mais un coup qui a été un cataclysme, ça t'est arrivé, puis quand tu étais dedans, tu étais comme... fudge, ou pourquoi je me suis retrouvé là. Mais par contre, looking back, quand tu regardes en arrière aujourd'hui, tu es comme, une chance, ça m'est arrivé parce que c'est grâce à ça que je suis rendu là. Écoute, ça va être très simple. Mon plus gros fail, je te dirais, en finissant l'université, devenu ingénieur, je pensais que les fonds étaient sans fin, que ça allait jamais arrêter et tout. J'ai commencé à consommer. J'ai pas pris soin de ma santé financière, puis je me suis retrouvé dans une position où est-ce que j'ai dû faire ce qu'on appelle une proposition au consommateur. Okay. Donc, je suis très humble, puis je l'admets. Ça a été extrêmement difficile, mais ça m'a forgé au niveau caractère, mais au niveau habitude financière également. Parce qu'à ce moment-là, je me retrouvais à prendre une entente avec mes créanciers pour dire, écoutez, là, je suis plus capable. Là. Okay. Voilà ce que je suis capable de vous donner. On prend une entente et tout, puis ça, tu sais qu'ils vont te défoncer sur ta carte de crédit. Mais tout au niveau de tes revenus, parce en tant qu'ingénieur, faisant un salaire intéressant, une grosse partie s'en allait à eux autres, puis ça m'a pris un bon 5 ans pour finaliser ça. Okay. Mais ce 5 ans-là m'a comme forgé. Fait qu'une fois le 5 ans complété, j'ai fait exprès, j'ai juste continué à vivre exactement comme je veux. Fait que tout l'argent que je leur versais, là, j'ai commencé à me le verser à moi. Donc, se payer d'abord. Fait que là, j'ai commencé à accumuler, puis à partir de là, je te dis, ça m'a... T'avais quel âge environ à cette époque-là? Je devais avoir aux alentours de 25. Nice. Donc, ça a été une expérience quand même, là. Puis, côté business, qu'est-ce qui t'est arrivé dernièrement que c'était une balle courbe que t'avais pas vu venir, puis t'es comme, fudge, OK. Là, il faut que j'attache mes patins, puis... faut que j'avance. Il y en a plein, puis il y en a tous les jours. Je donne l'exemple. Là, je suis en train de finaliser une entente avec un nouveau distributeur. OK. Donc, l'entente a pris beaucoup de temps pour pouvoir se finaliser. Moi, je suis un distributeur. Je veux dire l'entente avec un nouveau manufacturier. Moi, je suis distributeur. J'ai pas le choix. Il faut que j'avance. Mes clients ont besoin de produits. Fait que j'ai pris l'engagement de faire d'autres choses, d'acheter d'autres produits. Fait que là, le distributeur, il se réveille et dit « OK, c'est beau, le deal est complété. Parfait, c'est quoi ta stratégie d'achat? » Écoute, madame, je suis désolé, là, mais ce que je devais acheter chez vous en janvier, j'ai acheté ailleurs. Fait que là, tu viens de commencer une nouvelle relation d'affaires. Puis là, tu es en train de dire, écoute, il va falloir que tu patientes un petit peu plus. Puis je peux seulement t'acheter au mois de juin
parce qu'on est quand même dans le monde CVAC, c'est bisaisonnal, hiver-été. CVAC, c'est? C'est climatisation, ventilation OK. et air climatisé. OK. Chauffage, ventilation, air climatisé, excusez-moi. OK. Donc, c'est le monde dans lequel on vit au Québec, que ce soit la clim pendant l'été, le chauffage pendant l'hiver. 100%. Donc, voilà. Eh boy. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, c'est qui Jean-Donald? Mais pas c'est qui Jean-Donald, on n'a pas besoin d'aller très, très way back, mais comment tu t'es parti dans la vie pour commencer en immobilier? Écoute, Jean-Donald, c'est quelqu'un... Je vais aller à la première version. Yes. Donc, je suis une personne extrêmement, je vais dire, rigoureux, tough, mais je pense que ça vient de... En tant qu'Haïtien, ce qu'on a vécu, moi je suis né en Haïti, j'ai immigré au Québec à 7 ans. Il y a quand même une grosse fondation de mon éducation qui est haïtienne. OK. Ma mère, ma grand-mère, mes tantes et tout m'ont inculqué. Puis là, on assoit là-dessus l'éducation québécoise avec le système scolaire. Fait que moi, ça m'a appris la rigueur. Je suis un ingénieur de formation. OK. Puis je suis quelqu'un qui a toujours rêvé de créer des choses, d'avoir des brevets et tout depuis que je suis tout petit. Je suis devenu ingénieur. J'ai commencé à travailler dans le monde, justement, de la conception pour la firme d'ingénierie Tetra Tech. OK. Je me rends compte à un moment donné, écoute, en fin de compte, j'aime pas ça tant que ça. Ce que j'aime, moi, c'est que ça bouge, être là pour supporter mes équipes. J'aime celui qui est le premier répondant, donc je peux prendre les responsabilités, mais je peux aussi prendre les décisions. Donc là, je me suis redirigé vers l'école, j'ai fait une maîtrise en gestion. Puis je me suis retrouvé dans des projets de construction de centrales hydroélectriques. OK. Ce qui m'a parti vraiment dans la vie, moi, c'est des gars comme toi, au niveau de l'immobilier, qui m'ont donné des bons conseils, qui m'ont encadré, excuse-moi. Fait qu'à ce moment-là, ça m'a permis d'aller chercher des biens immobiliers stratégiquement bien placés qui se sont développés. Puis, je dirais, les 7 dernières années, l'immobilier, ça a été très bien. Là, pour ceux qui avaient acheté des biens avant. 100%. Et ça a été extraordinaire. Fait qu'à ce niveau-là, ça m'a permis de monter un prochain niveau. Puis ma fibre entrepreneuriale, je l'avais depuis que je suis tout petit. Fait qu'avec ça, on assoit le reprenariat, qui est donc la reprise d'entreprise. Puis à partir de là, voilà comment je me suis lancé. Ta business, quel business t'as acheté? Est-ce que tu es à l'aise de parler des chiffres d'affaires? J'ai pas de problème. OK. Maintenant, tu es rendu où? C'est quoi ta business? Combien d'employés? Combien de succursales? Chiffre d'affaires environ, juste pour que les gens puissent avoir une perspective. Parfait. Donc, Lorna et moi, donc, on a acheté ma conjointe, on travaille ensemble depuis maintenant 10 ans, que ce soit en couple, en famille ou en affaires, fait que vraiment, on est liés là-dessus. On a acheté une entreprise qui s'appelle Maxivant Distribution. Donc, Maxivant, c'est une entreprise grossiste qui vend des équipements de climatisation, ventilation, chauffage, que ce soit au niveau des échangeurs d'air, humidificateurs, déshumidificateurs, boilers, donc les chauffe-eau sans réservoir, ou maintenant beaucoup les thermopompes murales ou les thermopompes centrales, qui est quand même une denrée qui devient de plus en plus demandée par la clientèle au Québec, avec les hausses de température, la demande d'Hydro-Québec de commencer à consommer plus écologiquement et plus de manière plus efficace, parce qu'on manque d'énergie. Exact. Donc, avec les subventions qui viennent supporter le tout. Et cette entreprise-là, c'est une entreprise qui a été bâtie. Donc, l'entreprise a présentement 21 ans. Okay. Donc, présentement, on est à 41 employés. 41 employés, je te dirais, on a à peu près, sur notre flotte, à peu près 11 camions. Donc, on fait aussi notre service de livraison. Nice. On a 3 succursales bien établies, à Laval, à Longueuil, à Gatineau. Okay. On a une nouvelle succursale qu'on est en train d'ouvrir. Fait que je vais me garder la surprise pour l'emplacement. Donc, Maxivant, je te dirais, c'est une entreprise qui est très proche de sa clientèle. Donc, on est très clé en main dans notre façon d'agir. Par exemple, les entrepreneurs qui bâtissent des tours à condos, un 100 portes, 200 portes, on va offrir un service non seulement pour... Là, on va les supporter dans la sélection des équipements. On donne des prix compétitifs, bien sûr, des équipements de qualité. Mais notre grande force, c'est dans le suivi et dans le service. Donc, on va aller faire les livraisons selon les dates d'installation qu'ils ont besoin. Puis, mes employés, au niveau de la livraison, vont même aller jusqu'à mettre le matériel par rapport aux étages qui a besoin d'être installé. Donc, pour s'assurer que quand il arrive son équipe au 9e, il y a tout ce qu'il y a de besoin, puis il commence à faire leurs installations. Ça, c'est cool, ce qu'on fait Maxivant. Puis on parle de chiffre d'affaires d'environ combien? Donc, présentement, lorsqu'on a acheté l'entreprise, on était en dessous du 20. Là, aujourd'hui, je te dirais, avec l'année qu'on a, on devrait finir pas loin du 30. Fait que, 30 millions. Exact. Vraiment nice. Exact. Est-ce que tu rêvais un jour d'être millionnaire? Oui, mais, comme tout le monde. À vous, hein? À vous. Comme tout le monde, je pense. Puis quand c'est arrivé, comment tu t'es... Parce que ça a quand même eu un chiffre. On s'entend, c'est sur papier, mais on s'entend que il y a quand même eu un chiffre de passer de, OK, en valeur par rapport à tes immeubles pour qu'après ça, boum! J'aimerais dire que la journée que c'est arrivé, on a fait une grande fête, puis on s'en est pas rendu compte. On s'en est simplement pas rendu compte. C'est à un moment donné comme ça, tu commences à faire tes calculs pour un nouveau financement, pour un nouvel achat immobilier, puis tu te rends compte, OK, ça. Ah, OK. C'est fou, hein? L'équité.
on l'est millionnaire. Fait que c'est là que tu te rends compte. Fait que, drôlement dit, c'est pas quelque chose qu'on a marqué d'une pierre blanche, mais on est extrêmement heureux. C'est sûr. Je pense que c'est du travail. Ben, clair. Puis c'est ce qui vient avec. Mais ma question pour toi, Ouais. est-ce que tu aurais pu faire l'acquisition, parce qu'on va rentrer dans tous les détails de justement là, le reprenariat, comment tu t'es rendu là, mais est-ce que tu penses que sans avoir acheté de l'immobilier, tu aurais pu faire cette acquisition-là? Et juste en passant, si vous êtes quelqu'un qui recherche des opportunités, si vous désirez embarquer dans l'immobilier, si vous voulez faire votre première acquisition, investir, grossir votre parc immobilier, si vous êtes quelqu'un que vous avez des revenus, mais vous n'avez pas le temps ni l'expertise pour pouvoir structurer des projets, j'ai la solution pour vous. Cliquez le lien pour le bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une consultation et qu'on regarde comment je peux vous aider à vous partir, à avoir de l'immobilier dans votre portfolio, à faire votre première acquisition, à grossir votre parc immobilier ou même aller chercher une vraie formation qui va vous permettre de scale dans le monde de l'immobilier. Sans avoir acheté de l'immobilier, tu aurais pu faire cette acquisition-là? Non. Bon. Je vois pas comment. À vous, hein? L'immobilier, je le prêche à tout le monde. On devrait toujours en avoir dans notre portefeuille. Mhm. C'est un bien qui est indémodable. C'est un bien que malgré il va y avoir des baisses, on a eu par exemple aux États-Unis en 2008-2009, il y a eu un gros shaking, mais c'est un bien qui garde sa valeur à travers le temps. C'est sûr que si on achète ça pour faire des flips, là on est vraiment dans le spéculatif, puis c'est beaucoup plus dangereux. Mais quelqu'un qui achète ça pour 10, 15, 20 ans, c'est un des biens les plus stables. Exact. Donc oui, je confirme, sans l'immobilier, j'aurais pas été capable de faire cette marche-là. Puis là, tu viens de donner la réponse, mais pour quelqu'un qui est dans le monde, qui n'est pas super intéressé à l'immobilier, quelqu'un juste avec un salaire, est-ce qu'il aurait pu saisir une opportunité comme ça? Oui, c'est possible. C'est extrêmement difficile et seulement une maigre partie de la population est capable de le faire parce qu'il faut quand même des fonds colossaux. Donc, soit énormément de temps puis des bons investissements sur une longue période Aussi. et des gros salaires qui permettent d'accumuler des montants pour pouvoir faire des mises de fonds colossales. Exact. Parce Donc, qu'on s'entend pour acheter une entreprise, c'est avec de l'équité. Absolument. C'est ça. C'est pas avec ton cash, pas avec des sacs que tu arrives à la banque Non. pour dire « Hey, j'achète ça, là. » Non. Vraiment, il faut ils vont qualifier d'abord la personne. Donc, Oui. en tant que toi, est-ce que tu es capable de reprendre une entreprise? Hmm. Je crois, puis c'est mon mantra. Je vais dire ça comme ça. Je crois que tout le monde peut le faire, mais sincèrement, c'est pas pour tout le monde. Exact. Ça vient avec une anxiété, ça vient avec un stress constant. Quand les choses montent sur ton bureau, en général, c'est pas parce que c'est facile à régler. Là. C'est parce que t'es le dernier, c'est au dernier niveau, puis tu vas pouvoir régler ça. Donc, je te dirais, donc à ta question, par rapport à l'équité, l'immobilier serait le plus bel outil là, Exactement. d'aller accéder à ça. 100%. Puis, penses-tu que... Non, pas penses-tu, mais pourquoi le reprenariat? Pourquoi tu n'es pas allé pour te dire, ben, tu sais quoi, je vais build une business, je vais bâtir une business de A à Z? Super bonne question. Puis, je suis content qu'on l'aborde, celle-là. Si on regarde statistiquement parlant, là, une entreprise, lorsqu'on parle de démarrage, puis là, je ne pourrais pas donner au centième près, c'est à peu près 25% des entreprises qui passent à travers les 5 premières années. Donc, ça veut dire qu'une entreprise sur 4 réussit. Mais au niveau du reprenariat, c'est presque le contraire. La grande majorité des entreprises qui sont reprises vont continuer. Il peut y avoir des difficultés les 5 premières années. On peut avoir de l'instabilité qui est créée, mais en général, l'entreprise va passer à travers. Je donne l'exemple de Maxivant. Maxivant, ça fait 21 ans qu'il fonctionne. Donc là, présentement, je reprends un système, je reprends qui est déjà un en place de clients, je reprends des relations de fournisseurs déjà établies. Puis moi, mon travail, c'est en tant que chef d'orchestre, c'est mettre les bons ingrédients aux bons endroits, puis travailler à faire grandir le tout. That's it. Donc, j'ai plus de chances de succès en faisant ça que moi en reprenant le tout from scratch, de zéro, puis en bâtissant. Puis, il faut voir un peu le reprenariat comme acheter du temps. La personne qui nous a vendu l'entreprise, donc Marc Lambert, ça l'a pris 21 ans pour emmener l'entreprise où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Donc là, il prend sa retraite il y a 21 ans. Puis on a eu 3 belles années à travailler avec, 2 ans et demi à travailler avec lui. Puis, dis-toi que moi, à mon âge, je reprends ça 21 ans plus jeune que lui. T'avais quel âge? Quand j'ai repris, j'avais 37. Fait que crime, tu te serais rendu quoi, à justement 57? Voilà. Ben 58, whatever. Exact. C'est là mon point. Fait que là, je reprends où est-ce que lui a terminé, mais j'en avais 37. Exact. Fait que quand moi, je vais arriver à son âge, à 60, oublie, là. L'entreprise, si j'ai fait mon 10X. travail comme il faut, exactement. Fait que c'est comme ça qu'il faut percevoir les choses. On achète du temps. J'aime ça.
Puis, on retourne en arrière. Ouais. Qu'est-ce qui... Non, même pas. Oui, là, ça me revient. J'ai une question pour toi, parce que vu qu'on se connaît depuis un certain moment, Effectivement. mais dans ton parcours, justement, avant l'immobilier, pendant l'immobilier, reprenariat puis tout ça, qu'est-ce que tu faisais à la firme Maxime Victor? Parce que là, je trouve que dans ton parcours, il y a eu un shift, là. Ah Tu oui. es allé vers le reprenariat, mais à l'époque, c'était pas du tout ça. Exact. Qu'est-ce qui t'a amené chez Maxime Victor? Écoute, d'abord, je vais prendre le temps de donner le shout-out que je dois donner au niveau de Maxime Victor, puis la firme, puis le fait que tu m'as enseigné à ce niveau-là. Ça a été pour moi super. Donc, en même temps que j'étais chez Maxime Victor, je faisais aussi une maîtrise en gestion. OK. Fait que j'avais vraiment les deux niveaux. Au niveau de la firme Maxime Victor, c'était du hands-on, c'était des entrepreneurs tels que toi qui étaient sur le marché, qui étaient sur le terrain, qui faisaient le travail. Fait que ça, c'était vraiment bien. Ce que je faisais là, c'est que j'essayais d'emmagasiner le plus d'informations possible pour me préparer. Cherchais? Ou tu avais une idée? Je me cherchais pas parce que j'avais une idée d'entreprise qui a été détruite quasiment au deuxième cours. Là. Parce que l'idée faisait pas de sens, puis c'est bien. Mais c'est ça, je voulais savoir, tu vois. Parce que c'est ça, that's the real life. C'est ça la vraie vie. Mais c'est ce qu'il faut. Ouais. Imagine que j'aurais passé 5-6 ans à essayer de bâtir. Puis à te casser ta tête avec une idée qui faisait pas de sens. Qui fait pas de sens, qui n'a pas d'avenir, que tu peux pas grandir réellement. C'est comme, OK, parfait. C'était quoi l'idée? Écoute, j'avais fait une recherche, puis je regardais au niveau des téléphones cellulaires puis des appareils, c'est de mettre des stations à travers le Québec de chargement, mais avec un système de carte ou quoi que ce soit, qu'on est capable d'avoir une certaine sécurité. Pour se rendre compte que les gens ne veulent pas se détacher de leur équipement. C'est vrai. Ils veulent pas. Ils veulent avoir leur téléphone dans leur poche. Maintenant, les gens s'achètent des batteries miniatures. Portables, oui. Puis il n'y avait pas ça à l'époque. Exactement. Donc, il n'y avait pas vraiment de marché pour ça. Je comprends. Oui, j'aurais pu avoir une petite niche, quoi que ce soit. Comme il y a 2-3 entreprises qui opèrent dans cette sphère-là, mais réellement, avec la vision que moi j'avais, ça allait pas fonctionner. Donc ça a été super. Avec chez Maxime Victor, j'ai eu la chance de l'apprendre. Puis drôlement dit, j'ai fait 2 fois le cours. En plus? Ah oui, j'ai fait exprès. Moi, j'étais-tu la... Non, je pense que c'est la deuxième, non? Toi, je pense... Oui, tu étais la deuxième fois. Ouais. C'est ça, la deuxième fois, c'est avec toi que je l'ai faite. Nice. Fait que là, si on retourne en arrière, comment t'es rentré dans l'immobilier? Pourquoi l'immobilier? Ben oui, à cette époque-là, t'as acheté ton premier immeuble. À peu près dans ce temps-là. Dans ces eaux-là. J'étais pas loin de là. J'ai acheté l'immobilier parce que c'était un des premiers rêves qu'on avait, maman et moi. Ça faisait partie de notre plan. C'était-tu ta maison ou un immeuble? Nous, on avait acheté un immeuble à ce moment-là. Donc, ça faisait partie de notre plan. Puis, avec ce qu'on avait appris également, avec les différents contacts, dont avec toi, c'est acheter une maison comme premier achat pour quelqu'un qui veut être dans l'investissement. Ben, tu te prives d'une belle opportunité de pouvoir mettre un 5% de mise de fonds, puis ensuite remettre un autre 5% de mise de fonds ou un 10% de mise de fonds, dépendant de la taille, pour ta propriété personnelle. Alors que si tu commences avec ta maison bien établie, puis ensuite tu vas acheter un bien d'investissement, oublie ça, là. Là, maintenant... Tes ratios d'endettement. C'est ça. Tu viens de dire à la banque, « Ah, OK, parfait. » Ils vont dire, « Super, merci, vous êtes rendu au niveau de l'investissement. » Nous, c'est 20-25% qu'on demande de mise de fonds. Alors que si tu fais le contraire, tu peux. Exact. Donc, c'est pour ça. Donc, notre idée était déjà bien placée à ce niveau-là. En fait, notre premier achat, puis ça a toujours été au niveau... trouver un edge stratégique. On avait regardé, Lorna et moi, les marchés immobiliers dans le Grand Montréal. Puis on regardait Montréal, qui est un marché primaire avec des valeurs intéressantes pour quelqu'un qui avait acheté il y a plus longtemps, mais avec des valeurs locatives aussi intéressantes. Okay. On a remarqué que le marché de la Rive-Sud, ça fait quoi, 10 ans de ça qu'on avait remarqué ça? Non, peut-être 12 ans, que le marché de la Rive-Sud était arrimé au marché de Montréal. Où est-ce que les loyers suivaient la courbe de Montréal. 100%. Ils étaient un petit peu moins hautes, mais par contre, tu regardais la valeur d'achat, la valeur du bien, le ratio était vraiment plus intéressant. Le rapport qualité-prix était plus intéressant d'aller acheter en banlieue. C'est exactement ce qu'on a fait. Puis on a même comparé avec la banlieue de Laval. En plus, ah oui? Habituellement plus cher parce que Laval a quand même eu plus de développement ou quoi que ce soit. Tu trouves? Moi, je trouve que c'est la Rive-Sud, je trouve que c'est l'opposé. Ah non, la Rive-Sud était beaucoup moins chère à cette époque-là. Ah, oui, OK. Oui. Là, il y a peut-être un flip, un rééquilibre qui va se faire. Ça va continuer parce que là, Laval, ils ont des gros plans de développement. Le centre-ville de Longueuil, c'est en train de se construire présentement. Ben oui. Il y a le REM qui est arrivé. Tu sais, il y a beaucoup de projets. 100%. Mais retire tout ça, puis Longueuil, c'était pas grand-chose. C'est sûr. Fait que on avait analysé ça, puis on a commencé à acheter stratégiquement. Une des stratégies qu'on a faites, c'est que à ce moment-là, c'était Molson Coors, qui était sur la rue Notre-Dame, qui avait annoncé qu'il déménageait. Puis on avait trouvé où est-ce qu'il déménageait. Il déménageait sur la Rive-Sud. Fait que, écoute, ça prend pas un savant de ce côté-là. On a commencé à faire des recherches et on a trouvé des biens immobiliers autour parce que
très souvent, tu regardes un peu les salaires des gens même qui travaillent, que ce soit dans l'entrepôt, les caristes ou quoi que ce soit, les salaires étaient très intéressants chez Molson C'est Coors. sûr. Fait que tu te dis, des gens qui vont déménager avec cette entreprise-là, ben, c'est des gens qui ont des moyens, qui veulent un certain confort. Fait qu'on est tout de suite allé se saisir pour des biens immobiliers qu'on a rénovés, mais avec une qualité premium. C'est ça, sûr. vraiment, on a tapé juste là. Boum. Puis c'est tellement drôle le hasard de la vie parce qu'on s'est perdu de vue après la firme, justement. C'est vrai. Parce que j'étais ton formateur. Puis là, après ça, j'amène des acheteurs sur un immeuble à revenus. Ouais. Qui m'ouvre la porte? Ta conjointe. Parle-moi, qu'est-ce qui t'a amené à acheter ce plex-là puis à te dire, tu sais quoi, au lieu d'aller vers de la location classique, long terme, je vais y aller avec la location. Oui, les résidences étudiantes, location de chambre. Oui. Écoute, nous, ce qu'on voulait, c'était avoir le plus de liquidité le plus rapidement possible. Parce qu'on voulait accumuler et tout. Mais ça vient avec un travail supplémentaire. Exact. Lorsque tu loues ce genre de bien-là, au lieu de louer, par exemple, un 4plex, que tu vas louer à 4 locataires, ben, si tu commences à faire des locations pour des personnes multiples, des étudiants ou peu importe, des travailleurs, ben, tu te retrouves que dans un appartement, tu as 2, 3 baux dans le même appartement. Fait qu'à ce niveau-là, c'est plus de gestion pour toi. Puis en plus, tu dois gérer l'interaction entre les deux, trois, parce que c'est pas toujours beau, là. Exact. Fait que nous, on était prêts à se retrousser les manches puis à travailler plus fort, dans le jour, mais pour avoir un plus gros retour. C'est pour ça qu'on avait choisi. Puis on avait fait exprès, on avait choisi à côté du cégep Édouard-Montpetit à ce niveau-là. C'est vrai. Fait que notre clientèle, nous, il n'a jamais arrêté. Ça roulait constamment. Fait qu'on souvent rencontrait les nouveaux étudiants, mais on rencontrait aussi les parents qu'on attachait avec le bail. Fait que ça nous sécurisait. Puis, de l'autre côté, les parents savaient qu'on était des gens sérieux, qu'on offrait un produit de qualité, qu'on était disponible pour leurs enfants, les étudiants. Puis, pour les étudiants, on offrait un service de ménage qui était là. En plus. Écoute, on faisait jusqu'à leur vaisselle. Là. On fournissait tout. La seule chose qu'ils avaient besoin d'emmener, c'était leurs draps, leurs oreillers. C'est tout ce qu'on fournissait pas. Puis, c'était-tu votre premier immeuble que vous avez transformé en location de chambre? Est-ce que vous l'avez acheté comme ça ou c'est vous qui l'avez fait la conversion? Non, c'est nous qui l'avons fait la conversion complètement. Puis, c'était pas notre premier. Fait que le concept était déjà bien développé à ce niveau-là. Avec votre système, vos systèmes étaient déjà bien rodés. C'est ça. Quand je comprends. Tu demanderas si tu as la chance de parler avec les acheteurs, donc Billy et Sarah. Oui. Nous, on avait créé un groupe un petit Ouais, peu je me rappelle. ça. Écoute, on leur a donné un dossier monté complet. Oui, je me rappelle. Fait que là-dessus, ils avaient tout l'historique, ils avaient toutes les informations, puis on leur a donné les formulaires qu'on utilisait juste pour leur donner le heads up, le leg up pour comment partir. Fait que c'est quelque chose c'est un système qu'on a développé avec le temps. À retourner, je te dirais aujourd'hui où est-ce que je suis rendu. Ouais. Parce qu'au début, lorsqu'on voulait acheter l'entreprise, je disais alors non, on va essayer de tout garder, on va financer, on va refinancer, on va s'étirer un petit peu, mais je vais être capable de gérer l'entreprise, puis on va être capable de... Aujourd'hui, je regarde ça, je suis comme, oh mon Dieu, je suis content de ne pas l'avoir fait, puis d'avoir juste vendu, parce que j'aurais pas été capable de donner la même qualité de service à mes locataires, chose que nous, on aime beaucoup faire, parce que ça crée des belles relations, ça crée une stabilité. Tu veux pas chaque 1er juin, là, 1er juillet, avoir des nouveaux locataires. Non, tu veux établir quelque chose, il est là 2, 3, 4 ans avec toi. 100%. Je retournerai plus dans l'actif comme ça. On est rendu plus à une phase que, écoute, on fait des profits, on accumule, puis là, on va plus aller en achat plus passif. C'est sûr. On va laisser à quelqu'un d'autre ce travail-là, puis de notre côté, on va se concentrer sur ce qu'on est bon, donc la création de valeur. That's it. Puis vous vous étiez rendu à combien de portes? Combien d'immeubles? Combien de portes? On était rendu à peu près à... Je pense qu'on était à peu près à une 14... à peu près 14-15 portes. Puis tout ça s'est fait tout seul, là? C'est ça. Oui. C'est vraiment... Vous étiez en mode croissance, on achète, on crée de l'équité, c'est ça. On crée de la valeur, on augmente les revenus, la rentabilité au maximum, puis on rachète. C'est exactement ça. Puis là, on était rendu à un point que, juste un peu après la COVID, nous, la COVID nous a fait un petit peu peur, comme n'importe qui. Oh oui, c'est sûr. On avait quand même mis des bonnes choses de côté, fait qu'on était solide de ce côté-là, fait qu'on était prêt à prendre un pas supplémentaire. Puis là, on s'en allait pour des achats vraiment avec des gros plex et tout. 50 portes et plus, on avait accumulé ce qu'il fallait pour faire cette marche-là, pour prendre cette marche-là, puis on était content. Mais c'est en regardant, puis en analysant par la suite, qu'on s'est dit, je pense qu'avec le reprenariat, on serait capable de faire quelque chose de beau, puis c'est là qu'on a fait le shift. Mais je te dirais, au niveau de l'immobilier, ça a été de nombreuses années, puis ça a été de belles années. Là. Nice. Fait que, sur une période de combien de temps? Immobilier, à peu près 10 ans qu'on a fait. Parfait. Puis là, après ça, qu'est-ce qui est venu te mettre la puce à l'oreille pour le reprenariat, racheter une business? De où c'est venu de dire, tu sais quoi, justement, tu viens d'en glisser quelques mots, là, mais qu'est-ce qui a fait ce shift-là? Ça a été pour nous, l'entrepreneuriat était à la base pour nous. On voulait absolument
bâtir quelque chose, avoir un leg, avoir, tu sais, comment je pourrais dire, bâtir des biens puis léguer à nos enfants. On appelle ça, nous, Lorna et moi, la première marche. On veut absolument bâtir une première marche solide pour nos enfants, puis on souhaite qu'ils l'apprennent puis qu'ils construisent une deuxième pour leurs enfants, puis ainsi de suite. Donc, à ce niveau-là, on peut juste éduquer nos enfants et travailler fort là-dessus. Le reprenariat est venu dans notre ligne de mire, je te dirais à peu près quand j'ai commencé chez Maxime Victor, parce qu'à ce niveau-là, j'étais beaucoup entrepreneur, donc bâtir. En même temps, comme je te disais, j'avais la maîtrise à l'Université de Sherbrooke, puis un de mes profs, M. Jimmy Boudreau, qui m'a enseigné, il y a un cours que j'avais pris, c'est l'ingénieur entrepreneur. OK. Il a fractionné le cours en deux. La première partie, c'était l'entrepreneuriat, puis la deuxième partie, c'était le reprenariat. Puis c'est là mon premier contact avec ce concept-là. Au début, moi, je pensais qu'il fallait être multimillionnaire pour être capable d'être dans cette position-là. Puis par la suite, tu sais, avec le cours, il nous a amené des concepts, nous a appris les rudiments pour faire les calculs et tout. Puis c'est là que ça nous a ouvert beaucoup les yeux. On n'était pas prêts à ce moment-là. OK. Loin de là. Par contre, ça nous avait levé, tu sais, la puce à l'oreille était mise, là, l'intérêt était là. Fait que je te dirais, c'est à peu près à cette période-là qu'après l'immobilier, on a décidé de faire le shift vers le reprenariat. Cool. Mais il y avait une anecdote que tu avais racontée justement avec le professeur. J'avais écouté un podcast justement où est-ce qu'il y avait toi puis un autre jeune, Olivier justement. Mais je me rappelle plus c'est quoi exactement. Mais il y avait quelque chose, tu l'as rappelé par la suite pour aller t'asseoir avec. Oui, exactement. J'expliquais un petit peu le processus Lorna et moi, on avait pris la décision d'aller en reprenariat. Ouais. Puis quand il nous a donné ce cours-là, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il permettait d'emmener des invités. Donc, bien sûr, moi, j'ai emmené ma femme, j'ai emmené Lorna à l'école. Puis, il y avait, pendant à peu près 2 périodes, il avait invité des gens en affaires qui avaient soit parti ou repris des entreprises. OK. Et donc, j'avais invité Lorna cette journée-là. Puis, écoute, ça a été passionnant. Là. Tu sais, quand tu écoutes quelqu'un parler de choses qui t'intéressent... Puis que la personne est passionnée en plus. Là. Exactement. Le temps, il passe, puis là, on connecte et tout. Puis après, on est allé discuter, échanger avec les différents panélistes. Puis là, Jimmy, notre prof, il nous dit, vous savez, je vais être franc avec vous, des cours que je donne, en général, il y a peut-être un élève sur 30 dans la classe qui va... Ah oui, je pense que c'est ça que tu avais dit. Qui va aller en entrepreneuriat ou en reprenariat. Puis je me rappelle à ce moment-là, là, dans ma tête, c'était « It's gonna be me ». That's it. Puis c'est ce qui est arrivé. Fait que... Combien de temps plus tard? Oh, presque 10 ans plus tard. Oh. Presque 10 ans plus tard, c'est ça. ça. C'est ça qui est arrivé. Parce que dans le fond, là, tu as fait l'acquisition, whatever, j'avance dans le temps, là, mais tu as fait de l'acquisition, puis là, tu l'as rappelé 10 ans plus tard pour lui dire... Avant même l'acquisition, je l'ai rappelé 10 ans plus tard pour dire, écoute, Jimmy, je sais pas si tu te rappelles de moi, genre Donald Georges, ah ben oui, je me rappelle de toi, genre, parfait. Écoute, je t'invite, j'aimerais ça qu'on aille prendre un café. On avait parlé de reprenariat et tout, je serais rendu là. Généreux de son temps, on s'est assis ensemble, il m'a emmené dans son entreprise parce que lui aussi, il est comptable, un ancien banquier. Puis il a fait plusieurs achats et reventes d'entreprises lui-même. Fait que là, il était rendu à bâtir la dernière entreprise qu'il avait. Et il a pris le temps de me faire visiter, me donner les choses. Puis ce qui était le fun, c'est que c'est pas quelqu'un qui va se cacher derrière des grandes formules. Il vulgarise, il donne l'information. Puis surtout, quand tu as faim et tu as envie d'apprendre, il est avec toi. Fait que pour moi, ça m'avait énormément aidé. Puis quand on l'a appelé, on a pris l'information. Puis là, on s'est lancé, Lorna et moi. Comme dans l'immobilier, centriste tous les soirs, faire ta liste de critères, vraiment cibler ce que tu recherches, bâtir ton équipe, c'est la même chose. Au lieu d'aller chercher un bon courtier immobilier, aller chercher un bon notaire, ben là, dans ce cas-là, ce que tu as besoin, c'est une bonne équipe comptable et une bonne équipe juridique. Donc, c'est là que tu vas bâtir tes équipes et tout. Je comprends. Puis les soirées relationnelles, d'aller... networking, ces affaires-là. Exact, c'est la même chose. Les soirées d'affaires, que ce soit un congrès sur la construction, un congrès sur PME, stratégie PME, à Montréal une fois par année. Oui, c'est vrai. On peut aller là-bas, tu vas apprendre énormément d'affaires, prendre des noms, prendre des contacts, des gens qui vendent et qui ont des portefeuilles d'entreprise, différents cabinets juridiques, différents cabinets comptables. Les différents quarts de métier, des différents départements. C'est exactement ça, apprendre à les connaître. Parce qu'une fois que tu es repreneur, ton travail, tu es comme un repêcheur de la Ligue majeure. Ton travail, c'est repêcher des talents. C'est ça que tu fais. Réellement. Exact, c'est vrai. Tu diriges, oui, mais ta grande qualité, c'est d'être capable d'aller chercher des personnes qui veulent travailler, qui croient dans ta vision, que tu es capable d'emmener, puis
hey, regarde, on travaille à tel but, on va performer ensemble, let's go. 100%. C'est là que tu deviens bon. Là. Ben oui, parce que toi, tu es le visionnaire. Fait que là, tu as besoin des joueurs étoiles pour pouvoir t'amener C'est là, parce que tu peux pas le faire tout seul. Tu peux pas le faire tout seul. Puis si tu n'as pas la bonne équipe, tu as aussi bien que tu as acheté la meilleure entreprise du monde, tu vas te faire mal. Là. Puis qu'est-ce que tu dirais justement, là, on s'entend qu'il y a dans différentes communautés, pas juste les Blacks, mais dans différentes communautés, il y a beaucoup de monde qui ont la mentalité de « je veux faire les affaires par moi-même, non, je fais pas confiance aux autres ». Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là que... Écoute, ce que je dirais à ces gens-là, c'est qu'ils se limitent. Parce qu'il y a un maximum que tu peux atteindre tout seul, à moins que tu sois un inventeur fou, puis qui en plus doublé d'un bac en comptabilité, que tu sois capable aussi de faire des moutures financières, tu as besoin d'avoir des gens pour pouvoir te supporter puis t'aider à te développer. En termes de confiance, la confiance, les gens, tu n'es pas obligé de la donner gratuite. Ça se gagne, ça se bâtit. C'est à toi aussi d'aiguiser ton œil. Écoute, la personne, pourquoi est-ce qu'il réagit de telle façon? Tu dois être capable de... OK, peut-être c'est pas quelqu'un avec qui je veux travailler. Ah, ben lui, écoute, quand je travaille avec lui, c'est positif. On développe des choses ensemble. Oui, on est là pour faire de l'argent, là, on va pas se mentir. Mais il y a un intérêt aussi que moi aussi j'en fasse parce que, comme on dit chez Maxivan, c'est notre client... Il vend une thermopompe, c'est-à-dire j'en vends une. Fait que j'ai intérêt à le supporter dans son 100%. entreprise. Fait qu'il faut voir plus ça comme ça. Sinon, on peut bien sûr se dire, je fais ça solo, je fais ça tout seul, comme en immobilier. Ah non, moi, je veux pas de partenariat, je veux pas donner des parts à qui que ce soit. Parfait, tu vas monter, tu vas faire ce que tu aurais pu faire en 5 ans, 7 ans avec une équipe, tu vas le faire en 30 ans. Ouais, exact. Si c'est correct pour toi, hey, on applaudit. True. Parce que moi, je trouve, avec... les connaissances que j'ai, pas les connaissances que j'ai, je veux dire, les gens que je connais, les success stories que je connais, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, puis alentour, peu importe, dans n'importe quel domaine en business, je trouve que, admettons, solo avec une bonne admin, avec une super admin, tu peux te rendre à 1 million. Tu peux te rendre dans les alentours de 1 million. Mais pour donner la réponse de 10 à 20 millions, est-ce que tu peux faire ça solo? Écoute, je le pense pas. Merci, moi aussi. Moi, je le pense pas. Moi, je le pense aucunement. À moins que ce soit un Ben programmeur puis qu'il vend des programmes puis il n'y a pas besoin de... Puis même là encore. Écoute, je serais très Il te faut un surpris. team, il te faut une Je serais équipe, très il te faut surpris. du monde alentour de toi, il te faut Puis, des bons joueurs dans leur pense- zone de génie, dans chacun des départements pour que tu puisses avancer. C'est ça. Puis je vais même cimenter cette réponse-là en disant quelqu'un qui commence avec 10 millions, oui. Parce qu'il y a déjà le capital. Il peut l'asseoir à la banque à 7-10% d'intérêt composé. Il n'y a rien à faire. C'est Il peut passif. le faire tout seul. Mais quelqu'un qui veut bâtir un 10 millions, un 20 millions, non. Exact. C'est une question d'équipe. Puis sinon, tu te limites. Exact. Tu te limites énormément. 100%. J'adore ça que tu dis que tu te limites parce que c'est littéralement ça. Juste la mentalité de penser comme ça, c'est que tu te limites. Parce qu'au contraire, oui, seul tu vas vite, mais ensemble, on peut aller beaucoup plus loin Tout à fait. puis accomplir de très grandes choses. Exact. Qu'est-ce qui m'amène à le reprenariat? Comment t'embarques là-dedans? Comment que quelqu'un qui se dit, bon, OK, peu importe ma situation, je suis arrivé à un certain niveau, c'est cette direction-là, je voudrais prendre. Comment qu'on commence? C'est quoi les premiers steps? Où est-ce qu'on peut trouver? Est-ce qu'il y a un centriste pour trouver des entreprises? Comment ça fonctionne? Il y en a plusieurs. Bon, peut-être, j'ai une petite prémisse là-dessus. En tant qu'entrepreneur, ou plutôt repreneur, il faut regarder deux choses. L'entreprise se qualifie. Donc, c'est l'entreprise qui se qualifie pour le financement. OK. Par contre, l'entrepreneur doit se qualifier comme acheteur. Donc, ils vont regarder le même classique que quand tu achètes l'immobilier. Ils vont regarder ton dossier de crédit. Tout à fait. Parce que pour eux, c'est prouvé. Là. Quelqu'un qui a un mauvais dossier de crédit, clairement, qui va mal gérer les finances de l'entreprise. Allô, là. C'est ça. Fait que la première des choses. Ensuite, ils vont regarder ta mise de fonds. Quelqu'un qui n'est pas capable d'accumuler des fonds, bien, fort à parier qu'il ne sera pas capable de le faire avec l'entreprise non plus. C'est clair. Puis, il faut que, tu sais, on le dit en immobilier, skin in the game. Il faut que tu as quelque chose aussi que tu rentres dans le deal. Sinon, tout le monde peut acheter à 0%, zéro stress, ton cœur, il bat jamais. Tu prends des décisions, c'est pas ton argent, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu amènes quelque chose dans l'entreprise également. Tu dois faire une injection de capital. Ensuite, c'est ton expérience. Puis ça, c'est là qui est le fun. Tu peux commencer, parce qu'on n'est pas tous nés PDG d'une famille que notre père ou notre mère, Tu comprends? nos oncles étaient PDG. Fait que l'exemple, l'information ou l'opportunité, on ne l'a pas eu. Par contre, on peut gagner les skills, on peut gagner les bon, je vais être obligé de dire skills parce qu'il n'y a rien qui me vient d'autre en tête. Donc, on peut gagner les aptitudes pour le devenir. Il y a des livres, YouTube, Wealth of Information, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Puis, l'école, que ce soit le cégep, l'université ou même les écoles professionnelles, il y en a plusieurs qui ont des très beaux programmes là-dessus. Donc ça, c'est la première des choses. Une OK. fois que ça, c'est bien fait,
là, on peut passer à la prochaine étape. Donc, comment est-ce qu'on démarre là-dessus? Au niveau du reprenariat, un des sites Internet les plus populaires au Québec, c'est Acquisition Biz. OK. En allant sur ce site-là, un peu comme un centriste de ce monde, on va avoir plusieurs affichages. OK. Ces affichages-là sont bien sûr limités. Souvent, il n'y a pas le nom de l'entreprise. C'est normal, c'est stratégique. Une vente, ça peut impacter les performances de l'entreprise, puis il donne l'information. À travers ça, on peut contacter le broker en général. Donc, la personne s'occupe de faire la transaction. Puis là, la personne va te qualifier. OK. Parce que c'est vraiment une sélection. Dis-toi que lorsqu'on achète un bien, une entreprise, lorsqu'on Déjà achète existante. une compagnie, il y a une relation qui va vraiment plus étroitement se tisser entre le cédant puis le repreneur. OK. C'est normal. Lui, il a travaillé avec ces clients-là pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il les connaît personnellement bien souvent. Son staff, ses employés. Même chose pour les employés, même chose pour les fournisseurs. Encore aujourd'hui, il arrive quelque chose, tel client, il n'est pas content. Souvent, je vais dire, « Hey Marc, je vais aller dîner avec tel client. As-tu le temps de venir? » « Ah, bien sûr, Jordan, on va aller voir ça ensemble. » Puis je l'explique, mais en contexte, puis ça va vraiment aider la relation. Wow. Hey, tel client, ça fait un petit bout, Marc, il n'a pas acheté chez nous. Sais-tu s'il y a quelque chose ou quoi que ce soit? Il appelle, il dit, ah non, écoute, voilà ce qui se passe, il n'était pas content pour telle chose. Parfait, écoute, je vais corriger ça. J'appelle le client, j'ai de l'information privilégiée. Tu comprends? Donc, cette relation-là est bâtie de cette façon-là. On a besoin de ça. 100%. Fait que, au niveau, donc, comment commencer? Acquisition Biz, c'est la première des choses. Il y a d'autres sites également. Sunbelt en est un. Sunbelt ressemble un petit peu à un Remax. C'est une compagnie qui transige, qui fait de l'achat et de la vente d'entreprise pour les différents propriétaires. Donc, ils peuvent te mettre en contact. Les autres, ils ont leur propre liste privée. Certains de ces compagnies-là, ils les affichent sur Acquisition Biz, par exemple. Mais d'autres, ils vont le garder à l'interne, puis ils vont te qualifier eux-mêmes, puis ainsi de suite. Puis c'est le même processus. Il y a d'autres sites comme La Vitrine. En fin de compte, allez simplement sur Google. Google.ca, achat d'entreprise au Québec, vous allez avoir toute une liste d'entreprises. OK, c'est aussi simple que ça. Où est-ce qu'on passe au prochain niveau? C'est les compagnies telles que les cabinets comptables qui font du transactionnel. Donc là, les Demersbaum de ce monde, les BJC de ce monde, les MNP de ce monde. Là, on tombe dans les gros cabinets qui font des belles transactions. Puis là, ils ont des grosses entreprises, des entreprises très souvent très intéressantes à vendre. Là, ça va demander un petit peu plus de jus pour être capable d'aller chercher ces deals-là, mais ne vous gênez pas d'essayer, ne vous gênez pas de prendre contact. Ne serait-ce que d'être transparent et de dire à la personne, écoute, oui, je suis un petit peu jeune, mais par contre, voici mon ambition, voici ce que je veux aller. Puis votre travail, c'est vous faire connaître. Votre travail, c'est de connecter. Que quand vous ouvrez votre téléphone cellulaire, là, vous êtes capable d'avoir des contacts, vous êtes capable d'avoir son numéro, de le texter, d'échanger, de parler, pas perdre son temps, bien entendu, tout à fait, mais d'avoir un réseau. Puis ça va vous créer beaucoup de force. Parce que peut-être que vous n'achetez pas avec MNP, par exemple, le cabinet comptable, vous allez acheter avec BJC. Puis là, BJC, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu penses? Ils vont essayer de voir qui tu es. Fait que souvent, ah ben oui, j'ai rencontré, c'est un jeune, telle soirée et tout. Écoute, il a l'air brillant. Déjà là, tu viens de prendre un pas en avant. Nice, OK. C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. C'est vraiment intéressant, vraiment intéressant. Puis tu parlais justement, tu as des agences qui se spécialisent là-dedans, des cabinets comptables, puis tout ça qui représentent du côté le cédant, comme que tu disais. Mais est-ce que tu peux avoir comme un broker qui te représente pour magasiner, pour t'apporter des deals? Absolument. OK, comme dans l'immobilier. Exactement, tu en as plusieurs qui peuvent faire ça. Puis ça va être toutes sortes de conditions qu'il peut avoir. C'est sûr. Soit ils ont un finder's fee. Lorsqu'ils trouvent l'entreprise, tu vas payer un pourcentage. Mais il y en a certains qui sont assez structurés pour t'accompagner tout le long de la transaction jusqu'à la clôture. Nice. Eux autres, ils vont t'offrir des services supplémentaires. Donc, c'est sûr, il va y avoir des frais supplémentaires. C'est clair. En général, tu vas avoir ces personnes-là pour te supporter. De mon côté, moi, j'ai plutôt été dans... parce qu'on est comme ça, Lorna et moi, plus jus de bras, on veut faire les choses, nous autres aussi, on veut être dedans. On veut pas tout faire nous-mêmes, on veut une équipe. Fait qu'on est allé se chercher notre cabinet comptable. Ben attends une minute, là, parce que tu t'allais voler le punch de ma prochaine question. Comment t'es tombé sur l'opportunité que t'as achetée? Comment c'est arrivé? L'opportunité qu'on a achetée. Donc, Maxivant, c'est la firme BJC sur la Rive-Sud qui l'avait. Mais qu'est-ce que tu cherchais à l'époque? Parce que là, comme tu le disais tantôt, on revient un petit peu en arrière. Tu étais allé à l'immobilier, tu voulais aller dans du plus gros multilogement, tu avais les fonds, mais là, après ça, tu as juste pivoté vers le reprenariat. Mais puis comment là, tu es tombé là-dessus? À ce niveau-là, nous, ce qu'on a fait, c'est que
on a fait une liste je vais dire, des secteurs dans lesquels on voulait travailler. OK. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre firme d'ingénierie. Donc, ça faisait partie des types d'entreprises qu'on recherchait. OK. On aime Parce que tu avais beaucoup. quand même le skills, le savoir. Voilà, c'est ça. Tu sais, tu te sens confortable dans ça, mais aussi c'est une passion chez nous. Hmm. Ensuite, au niveau de la construction au Québec, on le sait, c'est les poumons du Québec. OK. Donc, on voulait être dans une entreprise qui était dans le premier cercle ou deuxième cercle, tu sais, de contact avec la construction. Puis ensuite, avec la COVID, le troisième qu'on regardait, c'est au niveau du transport. On s'est vite rendu compte à quel point le transport, c'était crucial. Pourquoi? Parce que quand la COVID est tombée, la première chose qui a été faite quand ils ont mis les curfews, Mhm. c'est qu'on ne pouvait plus aller dehors. Uh-huh. Donc là, c'est une question de Tu se pouvais faire... plus aller dans les entreprises. Tout était livré. Puis tu te rends compte que, là, on parle par exemple de Uber Eats et tout ça, Mhm. mais le restaurant, lui, il doit se faire livrer son équipement. Fait que c'est là qu'on a commencé à regarder dans tout ce qui était le camionnage, tout ce qui était les déménagements commerciaux, industriels et tout, OK. ce genre de compagnie-là. J'aime Fait ça. une fois qu'on a établi, il faut que vous établissiez une liste de vos intérêts, puis dans quel domaine vous voulez travailler. Nice. Puis à ce moment-là, on a commencé à faire nos recherches puis nos critères. Nous, on a cherché pendant 2 ans avant de trouver Maxivant. Je te dirais, 1 an après avoir commencé avec les acquisitions biz de ce monde, on a fait une recherche sur Internet. On a sorti à peu près une 50aine de noms de cabinets comptables qui font du transactionnel. OK. Puis là on a été je veux dire, courageux. On a été un peu fou, là. On a envoyé nos bilans financiers, une lettre de présentation, nos CV, puis un critère. Écoute, Pour qu'ils voient que vous êtes sérieux. c'est exactement ça. Hmm. Ben, voici combien j'ai, voici combien on est prêt à investir, voici ce qu'on a comme skills, comme aptitude. Voilà ce qu'on veut faire. Si vous avez des deals, on est intéressé. Puis à partir de là, on a commencé à en recevoir personnellement dans nos boîtes courriels, puis on a commencé à les analyser. Puis là, tu me disais off-cam que techniquement, tu voulais quelque chose de beaucoup plus petit. Tu visais quoi au début? Écoute, on visait une entreprise, je te dirais, pour un prix d'achat aux alentours de 2-3 millions. OK. Fait que ça nous donnait une entreprise qui avait à peu près une dizaine d'employés. Chiffre d'affaires qui allait plutôt tourner aux alentours du 4 à 8 millions. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben écoute, Maximum est arrivé sur la table. Puis, on m'a dit, Lorna est une fonceuse. On était prêt à ce moment-là à dire, écoute, on peut pas passer à travers à côté d'une aussi belle opportunité. C'est un peu comme quelqu'un qui fait des achats de blocs. Uh-huh. Puis il y a le bloc, là, Mais, qui est stratégiquement placé, qui se présente. Puis là, tu te dis, mais par contre, il faut que je donne tout ce que j'ai pour être capable ben de c'est l'avoir. ça que j'allais dire. Là, tu reçois le courriel, Ouais. tu ouvres ça, tu vois les chiffres. C'était quoi votre réaction? C'était comme... Est-ce que vous avez pris un petit 2 minutes de... Oh my God, ben non, je peux pas m'en parler. C'était quoi votre situation quand vous avez... Drôlement dit, à ce moment-là, on était en voyage de noces, Lorna et moi. En plus. On était au Costa Rica. On a passé un super moment là-bas. On a reçu le courriel en soirée. Quand je l'ai vu, sincèrement, j'ai dit à Lorna, écoute, il y a une entreprise extraordinaire qui vient de se présenter, mais je suis sûr qu'on n'est pas capable. En plus. Ah ouais. OK. Quand je regardais les chiffres, OK, parfait. Elle regarde ça aussi, elle dit, waouh, OK, ben, ce serait une opportunité. Mais nous, on est fonceurs de nature. Fait que ça, c'est clair, c'est comme ça qu'on est. Fait que ce qu'on a fait, on a fait une première petite analyse. On l'a envoyé à notre cabinet comptable. Puis là, ils nous ont dit, parfait, il faut trouver des gens qui pensent comme vous puis qui vous supportent. Là. Parfait, on vous suit. On a fait une première interrogation d'information. Puis ce qui est fun, c'est qu'ils ne sont pas revenus en disant, ben là, vous n'avez pas les moyens, qu'est-ce que vous allez faire ou quoi que ce soit. Ils sont venus, ils nous ont pris au sérieux tout de suite. OK. Parfait, on peut vous organiser une rencontre avec les vendeurs. Mhm. Puis là, ils ont attendu qu'on revienne de vacances. Puis à la première rencontre, c'était un vendredi 13 mars qu'on a rencontré Marc à Longueuil, à ses bureaux. Puis à partir de là, on est sorti de là. On s'est regardé dans la voiture. C'est celle-là qu'on veut. Puis là, Boom. à ce moment-là, on était décidé, on était prêt à tout faire. Boom. On était prêt à tout vendre, là. Mais, puis là aussi, tu me disais que le vendeur, quand il s'est décidé de mettre à vendre, il y avait 3 acheteurs. Puis Ouais. vous n'étiez même pas l'offre la plus intéressante. Puis Non. tu nous racontais l'anecdote. Oui, pas de problème. Puis Puis le processus en même temps. il ne s'était pas décidé de vendre. Lui, il voulait une évaluation de la valeur de son entreprise. C'est OK. ce qu'il avait demandé. Le cabinet a dit, ben, quel moyen le mieux précis pour te dire combien vaut ton entreprise. Tester le marché. Que d'être exactement. Fait que là, ils ont sorti ces 3 offres-là. Puis c'est comme ça que c'est arrivé. Notre offre n'était pas la plus intéressante. Puis ça, on le savait. Par contre, on amenait d'autres choses. On avait une flexibilité. On avait une ambition de faire pérenniser l'entreprise. Mhm. Puis on avait un respect pour ce que Marc avait bâti. OK. On avait des atomes crochus. Malgré qu'on venait de communautés différentes, Marc purement québécois, habité en Estrie et tout. J'habitais à Bromont, donc je connaissais un petit peu le coin. Ouais. Mais
moi étant haïtien, québécois, c'était un petit peu différent, mais nos valeurs étaient très, très similaires. Tu sais, dans la transaction, les premières choses que Marc voulait s'assurer, c'est qu'on ne rentrait pas un peu comme les grands financiers, puis qu'on allait commencer à passer la hache pour couper, optimiser, couper des postes pour aller augmenter maximiser la profitabilité. les revenus. C'est ça. Nous, c'était pas ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était s'assurer qu'on solidifie l'entreprise puis qu'on la fasse grandir. Puis comme on disait à Marc, écoute, Maxivan mérite d'être à travers le Canada. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable d'être pan-canadien. Puis on a bâti un plan dans cette conséquence-là. Lui, c'est pas qu'il n'avait pas l'ambition de le faire, mais il était rendu dans une phase de sa vie, après avoir passé 21 ans à bâtir son entreprise, puis il avait travaillé 20 ans avant ça dans le domaine, fait qu'il était rendu à 40 ans de travail. Il était rendu fatigué. Son entreprise était profitable, pas de dette. Fait que pour lui, il ne voulait pas prendre ce nouveau défi. Par contre, il voulait que son entreprise grandisse de cette façon-là. Fait que c'est comme ça qu'on a pu s'entendre. Fait qu'une offre qui était plus intéressante financièrement, ben, ça venait que d'ici 5 ans, le nom Maxivan était retiré sur la porte. Il est absorbé dans une grosse entité. Son équipe, très probablement, quelqu'un qui a déjà des entreprises, il y a déjà un comptable, il y a déjà, au niveau, il y a déjà un directeur de vente. Il ne va pas doubler, il n'est pas fou. Il va commencer à hacher, il va commencer à retirer du C'est clair, c'est clair. C'est ça. Puis, c'est quoi le processus? Parce que qu'est-ce que j'aime dans les entreprises quand tu achètes des business versus l'immobilier? Ben, au niveau commercial, c'est très similaire, mais je trouve qu'il y a beaucoup de créativité. C'est pas comme acheter une propriété, acheter des petitplex où est-ce que tu mets ta mise de fonds, tu te qualifies selon tes revenus, tes ratios d'endettement, puis tout ça. Il y a tellement un monde de créativité pour aller structurer ton financement pour pouvoir acheter la business, même si tu n'as pas toute la mise de fonds ou les liquidités pour pouvoir le faire. Je sais que tu supportes et tu donnes énormément d'informations gratuites, puis là-dessus, je t'applaudis. Merci. J'écoute beaucoup de tes podcasts, puis j'ai oublié le nom de ta collègue qui vient parfois, qui parle de financement. Oui, Anna Lorenzo. Super bonne et tout, puis vous donnez des trucs. Bien, l'immobilier est une chose, puis je pense que on est capable de faire un certain niveau de mettre un certain niveau de créativité, mais ce qui est encore plus extraordinaire au niveau du reprenariat, c'est que il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de livre écrit. Tu peux 100%. tout inventer. Exact. Tu peux tout faire. La créativité... Même les contrats. La créativité est sans limite. La seule chose qui va guider ton contrat, c'est le code civil. Donc, c'est juste une entente entre deux parties. Fait que, ça pourrait être, je te paye 10 millions, mais tu as 0% des actions, ce qui serait complètement fou, là. C'est sûr. Et où on achète l'entreprise, mais on l'achète en plusieurs vagues parce que je suis pas capable de me l'offrir présentement. Mais regarde, je vais prendre plusieurs bouchées. Fait que toi, de ton côté, tu vas en avoir plus parce que je vais te l'acheter 25% des actions cette année, dans 3 ans, un autre 25%. Puis on fait un plan où est-ce que je suis capable de me battre ça puis d'acheter ton entreprise ou un plan complet que première journée, moi, j'arrive, je te retire, c'est moi le PDG, je prends 100% des actions, puis je fais une transition. Fait qu'il n'y a pas de limite. Fait qu'au niveau de la créativité, j'allais dire, c'est être bien accompagné. OK. Un bon comptable, une bonne équipe de comptabilité va être capable de vous supporter puis vous donner les plus et les moins des différents scénarios que vous pouvez jouer. Okay. Parce que oui, vous pouvez être créatif, vous pouvez faire un paquet d'affaires, mais plus on est étiré, leveragé, plus on est risqué. Fait qu'une entreprise qui avait été financée le maximum, puis que là, il y a une COVID qui arrive, il y a fort à parier que ses chances de passer à travers vont être un petit peu plus petites. Mais c'est peut-être ça que tu as besoin pour y arriver. Fait que, bref, chaque scénario est différent. Donc, en général, je te dirais pour un financement, si tu veux que... Oui, c'est ça, je voulais, parce que dans l'autre podcast, tu l'as bien expliqué, puis ça, je voulais que tu fasses. Écoute, en général, pour un financement, je vais même aller un petit peu plus en détail, si tu le permets. Ben oui. Ça va être 3 parties. Donc, ça va être au niveau des partenaires financiers, que ce soit la banque ou autre, que ce soit les vendeurs, donc les cédants, et l'acheteur. Ça va être les 3 parties qui vont financer l'entreprise. Puis ça, c'est ton travail en tant que nouveau PDG, de travailler à les convaincre, à les négocier. OK, je comprends. Donc, tu peux lui donner son prix, mais par contre, tu vas peut-être négocier plus des termes favorables à toi. Je comprends. Ou tu peux lui donner ses termes, mais par contre, ça va être ton prix. Fait que là, il y a une négociation qui va jouer. Mais en général, le vendeur va laisser ce qu'on appelle une BPV, une balance de prix de vente, dans l'entreprise, donc une partie. Puis là, dans le fond, il finance une partie de la mise de fonds. Exactement. Puis cette partie-là, les termes, encore une fois, c'est extraordinaire parce que les termes sont négociés. Ça peut être un intérêt mensuel, annuel, un paiement mensuel, capital, intérêt, seulement intérêt, un paiement annuel. Sur les revenus qui sont générés, il peut avoir un retour. C'est exactement ça. Ou ça peut être un prêt sur 5 ans, puis l'intérêt
pas d'intérêt, puis c'est payable après 5 ans. C'est assez rare, mais en général, après 5 ans, on va refinancer, puis on va sortir la BPV, ou on va la payer une fois par année sur 5 ans, puis on va pouvoir donc donner la dernière partie au vendeur. Au niveau de la mise de fonds, je te dirais en général, il faut garder en tête qu'une transaction conventionnelle, d'accord? Puis là, je vais dans les livres, à peu près 30% de mise de fonds. Minimum, OK. Dans la vraie vie, on peut étirer ça jusqu'à à peu près 10%. Fait que vous dites-vous qu'entre 30 à 10% de mise de fonds, vous êtes capable de vous en sortir. OK. Pourquoi on est capable de réduire la mise de fonds? C'est pour plusieurs raisons. Soit le prix d'achat est tellement bon par rapport à la rentabilité de l'entreprise, mais là, la banque, le risque est vraiment limité. Là. Une entreprise qui devrait s'acheter 1 million parce qu'il y a un BAIA de 250 000. C'est quoi le BAIA? Un BAIA, donc c'est le bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements. Okay. C'est une métrique, en fin de compte. Voyez ça comme si c'était les bénéfices de l'entreprise avant qu'on lui impose certains frais. Je comprends. L'amortissement, qui est un faux frais, c'est comptable seulement. L'intérêt, donc, sur les prêts, et on le retire parce que c'est pas tous les entrepreneurs qui financent de la même façon. Il y en a qu'eux autres, les dettes, ils en veulent le moins possible. Fait que son frais d'intérêt va être beaucoup plus bas. Ensuite, au niveau, donc, intérêt, amortissement et... mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire, je m'excuse. Donc, l'intérêt, amortissement... BAIA. Bénéfice avant impôt. Ah oui, bon, l'impôt. Donc, au niveau de l'impôt, ça va dépendre de votre stratégie, mais surtout de où est-ce que vous vous trouvez. Je comprends. Donc, quelqu'un qui achète une entreprise au Québec par rapport à quelqu'un qui achète une entreprise en Alberta, le taux d'imposition n'est pas pareil. C'est clair. Fait que pour être capable d'analyser les entreprises sur la même base, on va retirer ces frais-là. Puis on va dire, on regarde le BAIA. Donc, c'est comme si on met l'entreprise à nu, entre guillemets, pour dire, voici ses performances. Peu importe son domaine, peu importe sa province ou son pays, voici sa performance. Puis là, on va aller quantifier le prix d'achat avec ce qu'on appelle un multiple de BAIA. Okay. En général, dans les entreprises au niveau que monsieur, madame, tout le monde, donc nous tous allons acheter, ça va être entre 3 à 7 fois. Les revenus? Les revenus. OK, je comprends. Plus une entreprise est profitable et dans un domaine niche, donc un domaine qui est protégé, son multiple va être plus haut. Donc, si vous achetez une entreprise dans le pharmacologique, dans le pharmaceutique, ben, c'est fort à parier que son BR va être beaucoup plus gros qu'une entreprise qui est dans la distribution, une entreprise qui est... la restauration, genre. La restauration, le multiple est presque zéro. C'est 1. Là. Parce qu'il y a trop de risques. Là. S'il y a une pandémie qui frappe et tout est shut down. En plus. C'est un client qui dîne ici, il ne garantit pas qu'il va revenir. C'est clair. Même chose pour un cabinet dentaire. Ça va être la même chose aussi. C'est vrai. Parce que les gens n'ont pas de loyauté réelle envers leur dentiste parce que là, on va dire, oui, je vais toujours chez le même dentiste, ça fait 10 ans. Parfait. Déménage, va dans un autre quartier ou va dans une autre ville. Tu vas y aller encore? Tu vas changer. Exactement. C'est ce qui arrive. Donc, à ce niveau-là, une fois qu'on a ces métriques-là, on est capable de maintenant commencer à travailler avec un partenaire financier. Je comprends. Ce qui est le fun, c'est qu'au Québec, il y a plusieurs choses qui sont mises en place pour supporter un rachat d'entreprise. OK. Donc, tu as des partenaires qui vont venir s'asseoir avec toi. Ils vont soit rentrer dans l'actionnariat ou être simplement des partenaires avec un prêt, ce qu'on appelle un prêt mezzanine. Donc, un prêt sans garantie. OK. Par contre, le taux d'intérêt, lui, il est beaucoup plus élevé que ton prêt conventionnel. OK. Mais ils sont plus patients. Je comprends. Ils sont capables de s'asseoir avec toi pour dire, écoute, j'ai une mauvaise année. Parfait. Tu as un remboursement conditionnel à certaines atteintes de certains ratios. Tu ne l'as pas atteint, on va attendre. Par contre, tu payes l'intérêt à ce niveau-là. Ouais. Avec ces conditions-là, puisque le prêt le remboursement est conditionnel à certains termes, on appelle ça la quasi-équité. Donc, ça vient de rentrer dans ton équité que tu offres pour l'achat de l'entreprise. Fait que là, ton ratio, donc, il devient plus intéressant. Cool. Et tu l'as tellement bien vulgarisé, là. Vraiment sharp. OK, ça, c'est ton success stories. Tu nous expliques tout ça, puis merci de l'avoir tellement bien vulgarisé. Mais est-ce que l'opportunité que tu as eue, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que, tu sais, on s'entend que le reprenariat, c'est comme un sujet de l'heure. Est-ce que ça se peut qu'il est trop tard pour certaines personnes qui voudraient embarquer dans le bateau? Je comprends. Des fois, on peut avoir ce sentiment-là que, waouh, écoute, comme quelqu'un qui vient d'acheter un bloc, mon Dieu, ouais, mais lui, il est chanceux, il est tombé sur le seul bloc à travers rentable, le Québec. cash flow. C'est exactement ça. C'est pas vrai. Il y en a plein des entreprises, il y en a plein des opportunités. Puis souvent, ils sont même sous notre nez, puis on s'en rend pas compte. Tu sais, les gens qui nous rendent des services, un entrepreneur qui fait de la construction, puis tu te dis, mon Dieu, il a construit ma maison, là, c'était spick and span. Mais tu vois, le gars, il est plus capable de se pencher pour ramasser son calepin à terre. Il y a fort à parier qu'il doit transiger, il doit faire une transition, là. Puis, on va se dire, mais ses enfants vont le reprendre. Mais
Puis j'espère que ça va pas m'arriver, mais souvent les enfants ont vu maman, papa travailler comme des fous pendant 20, 30, 40 ans. Ou puis ils veulent être des artistes. ils disent, t'es-tu malade? C'est pas vrai que je vais faire ça, moi. Je vends, je prends l'argent et bye. Même chose pour les blocs. 100%. Tu sais, ils regardent maman, papa qui ont bâti, puis c'est un 12-plex, puis ils disent non, 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 c'est pas vrai ça. Dès qu'ils ont l'opportunité, ils vendent, ils prennent l'argent, puis ils font d'autres choses avec. Donc, c'est exactement ce qu'il faut garder en tête. Quand on voit des choses comme ça, tu sais, c'est pas insulter la personne que de dire, écoute, j'adore le service que tu m'as offert là. J'espère que ton entreprise a un bon plan de transition. Ça ressemble à quoi pour toi? Des fois, ils vont te tasser de la main, mais des fois, ils vont dire « Ah, écoute, j'aime ça, mais je pense qu'il me reste peut-être 2 ans à faire. » Parfait. Je suis peut-être pas prêt aujourd'hui, mais est-ce que je peux prendre votre téléphone? J'aimerais ça qu'on puisse s'asseoir puis discuter. Souvent, la personne, oui, elle va être ouverte à discuter. Puis même si elle n'était pas initialement, il n'y a rien qui ne te garantit pas qu'elle va peut-être pas changer d'idée. Tout à fait. We never know. Tout à fait. Aujourd'hui, Puis- elle est peut-être en forme, là, puis après ça, il arrive, tu sais, God forbid, une bad news, ou tout simplement comme Ouais. ton histoire à toi. Ouais. Il est rendu à une étape que là, c'est comme, OK, là, je commence à être fatigué. Puis là, tu étais là, tu avais déjà battu une certaine relation avant même qu'il aille se mettre sur le marché. Ouais. Boum, ça se peut qu'il te contacte toi, là. Écoute, je vais te donner une anecdote là-dessus. Nous, on a commencé à en parler de manière très sérieuse il y a plusieurs années de ça. Puis, on faisait affaire avec une compagnie d'électroménager. OK. On achetait nos électroménagers, ils donnaient le service et tout, puis ils livraient pour nos appartements, d'accord? Puis on a commencé à échanger parce qu'on a vu une transition qui s'est faite. Quelqu'un qui a racheté et tout. Ah, tu dis, wow, bravo, c'est une belle entreprise, on travaille que depuis plusieurs années et tout. Nous aussi, on cherche à acheter. Ils disent, ah ouais, parfait, ils l'ont pris en note. Ça n'a pas pris une semaine, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on a aussi une entreprise de location commerciale, puis on a plusieurs bâtiments. Puis un de nos locataires, c'est une entreprise que le monsieur est vieux, je pense qu'il serait prêt. Ils m'ont connecté avec, je suis allé m'asseoir. On ne s'est pas entendu parce que l'entreprise n'avait pas les critères que j'avais de besoin, mais c'est arrivé juste sur une conversation comme ça. En plus, Donc- sur le fly, là, comme qu'on dit. Exact, Wow. exact. Donc, des opportunités, il y en a autour de nous. T'as- Faut juste- As-tu des statistiques à nous partager? Sur le Ben, reprenariat, sur qu'est-ce que tu as entendu dans les derniers événements, puis tout Écoute, ça? si on regarde pour cette année, donc en 2024, en 2025, excuse-moi, il y a pour à peu près 24 000 entreprises qui doivent changer de main. Wow! Au Québec seulement. Au Québec seulement, là. Au Québec seulement. Fait que ça Wow. veut dire que quelqu'un qui est courageux, quelqu'un qui aime sortir un petit peu de son confort, puis aller en Ontario, puis aller dans d'autres provinces, il y a des opportunités un petit peu partout. Là. Parce qu'on a un Wow. vieillissement de la population qui est quand même assez alarmant. Exact. Puis il y a pas tant il y a de la relève, mais pas tant, là. Puis c'est pas tout le monde qui a les skin in the game, qui a les capacités, les connaissances pour pouvoir s'embarquer dans ce niveau-là, là. Tout à fait. Puis tu mets par-dessus le fait qu'au Québec, on a un problème de natalité. Et En c'est pas plus, pour rien que On parlait- fait mode enfant. Exactement. Fait que tu vois ça venir, ça fait des années qu'ils en parlent. Aujourd'hui, on est rendu qu'on doit faire une transition, mais il manque de repreneurs. Donc, il y a des opportunités qui se créent, puis j'encourage, puis tu sais, je suis fervent là-dessus, j'encourage la communauté à lever la main, parce que au niveau, on avait eu des échanges avec la BDC, Mhm. puis ce qu'ils nous apprenaient, c'est qu'au niveau de la communauté haïtienne, au niveau de la communauté noire plutôt, on est parmi ceux qui a le plus haut taux de diplomation. Donc, on est parmi ceux qui sont le plus haut diplômés dans les entreprises, mais qu'on est les moins représentés en termes de direction, quelqu'un qui va être directeur, VP et tout. Souvent, on est moins représenté. Puis également, on est moins représenté au niveau du reprenariat, au Wow. niveau de l'achat Ah d'entreprise. ouais. Donc, on a intérêt à frapper à des portes, on a intérêt à lever la main et à saisir des opportunités parce que les capacités, on les a, là. 100%. Puis même au-delà des capacités qu'on les a, c'est que tu as l'entourage, tu as les outils alentour de toi. Même si tu penses que tu les as pas, mais la réalité, tout est accessible, là. Les opportunités, les possibilités sont toutes alentour de nous. Il faut juste que tu mettes tes lentilles, mais surtout que tu sautes, Tu te lances. tu te Tu lances. dis bien. 100%. Saute, il faut y Parce aller. que c'est là que tu vas... Ton côté créatif va prendre le dessus, puis là, tu n'as pas le choix. Là, tu peux plus reculer, tu n'as pas le choix d'avancer. Exact. Fait que là, puis les choses que tu... Puis il faut pas prendre l'excuse de « Ah, ben, tu sais, je m'y connais pas tant que ça. » Au contraire, est-ce que... On va remettre la lumière vers toi, mais quand tu as acheté cette entreprise-là, est-ce que tu avais tous les talents? Est-ce que tu avais toutes les connaissances? Est-ce que tu avais déjà été dans les shops VAC, ces affaires-là, blablabla? Aucunement. Puis je le dis à tout le monde, moi, je me suis pas réveillé une journée en disant « Je suis amoureux des thermopompes, puis j'en rêve, fait que c'est ce que je fais. » T'avais-tu étudié là-dedans? Absolument pas. Donc, on a tous des talents
puis des talents qui sont transférables. Exactement. Je connais pas le HVAC. Par contre, le travail d'équipe, la mobilisation, la gestion d'équipe, ça, c'est quelque chose que je connais. Être capable de percevoir, mobiliser, motiver, quelque chose que je connais. Au niveau stratégique, au niveau des chiffres, c'est quelque chose que j'ai développé avec l'école, de mon côté, ma passion, ce que j'ai lu, les cours que j'ai pris. Fait que là, je suis capable de faire des analyses financières. Mais ça se gagne. Fait qu'il faut pas se sell short, comme on dit. Il faut pas dire « Ah, ben là, moi, j'ai jamais été même directeur d'une entreprise. Comment est-ce que maintenant, je vais devenir PDG? » Écoute, il y a tout un plan qui peut être mis en place pour t'apprendre, pour te former. Puis aujourd'hui, je prends des cours. Là. Je continue. me fais là. former, puis je continue à me faire mentorer. Là. J'ai une belle équipe. Je fais partie du groupe d'affaires CEO Global. J'ai une belle équipe là, où est-ce qu'on s'assoit ensemble, puis on est égal à égal. Ils ont des entreprises qui sont bien plus grandes que la mienne. Par contre, on vit des problèmes similaires, puis on est capable d'échanger. Puis drôlement dit, il y a beaucoup de choses que je peux leur apporter aussi de mon expérience. En plus, Fait que, exact. Ça fait des beaux échanges. Fait que, oser, là. Oser. That's it. On tire vers la fin, mais off-cam aussi, tu m'avais parlé de ça. Peux-tu, quand je dis rapidement, façon de parler, là, mais peux-tu nous faire la comparaison entre l'immobilier et le potentiel de l'immobilier avec les entreprises? Parce que clairement, toi, tu es rendu à un autre niveau, mais peux-tu nous le breakdown un peu? Ça va me faire plaisir. Au niveau de l'immobilier, on va avoir des axes de croissance ou d'accumulation de wealth qui sont intéressantes. Fait qu'on va regarder pour la capitalisation. Donc, on achète une entreprise, on la charge d'une dette, on achète un bloc, on la charge d'une dette, puis on la rembourse sur un amortissement, on va dire 15, 20, 25 ans, peu importe. Puis là, maintenant, je pense qu'on est rendu on a la possibilité de le financer sur 30 ans. En plus. Donc, ça, à chaque année, en remboursant cette dette-là, on crée de la valeur, on crée de l'équité. Fait qu'on appelle ça la capitalisation. C'est la même chose pour l'achat d'une entreprise. Il y a la capitalisation qui s'installe également. Un autre axe super intéressant avec l'immobilier, c'est la plus-value. Donc, avec le temps, ton entreprise, ton bloc, maintenant je suis rendu ton bloc, avec les travaux que tu fais, l'augmentation de loyer, les revenus qui augmentent, le marché dans lequel que tu te retrouves, la croissance naturelle du marché, mais va faire que ton bloc va prendre naturellement de la valeur. C'est la même chose pour une entreprise. Que tu te retrouves dans un domaine où est-ce que ton entreprise est allée chercher des parts de marché supplémentaires, tes ventes ont augmenté, donc ton entreprise est plus profitable, donc sa valeur vient d'augmenter. Ça, c'est le deuxième axe intéressant. Au niveau de l'immobilier, il y a quand même les liquidités, donc le cash flow qui rentre. Ça, c'est ce qui nous reste à la fin des ports, à la fin du mois, donc on va dire c'est soit 50 à 75 $ net dans nos poches par porte. Ben, au niveau de l'entrepreneuriat, il va y avoir quelque chose de similaire. Mais ça va être plutôt un salaire qu'on va se verser. Il y a des dividendes qu'on peut se verser. Puis il y a des avantages aussi à l'actionnaire qui sont intéressants, que ce soit les différents déplacements qui sont payés, la voiture, le cellulaire et toutes sortes de choses que tu as besoin comme outil de travail, mais que ton entreprise paye, mais que tu en profites aussi en tant que personne. Tu sais, aller négocier avec un client au restaurant, c'est quelque chose que tu dois faire parce que tes clients, tu dois en prendre soin, mais c'est hautement agréable de s'asseoir quelque part, d'intéressant, de manger, d'échanger avec quelqu'un. Oui. Fait que tu en profites aussi. Là. Fait que dis-toi que c'est des choses que ton entreprise te donne accès. Fait que, voilà. Lequel des deux tu préfères? Looking back, là, tu regardes les deux. Personnellement, je pense que le reprenariat est plus fait pour moi. C'est quelque chose qui est vraiment bien placé pour moi. Mais je ne peux pas dire lequel que je préfère. Je pense que chacun, que ce soit le marché des actions, que ce soit l'immobilier ou le reprenariat, ont chacun leur rôle 100%. Et ça dépend. Donc, avec les profits qu'on fait, nous, on va continuer à acheter l'immobilier. Là. On ne met pas un X là-dessus. Bien au contraire, on va juste être plus passif, comme je te disais. Je comprends. Oui. Donc, lequel que je préfère, ben, ça va dépendre le but que j'ai, ça va dépendre où est-ce que je veux m'en aller. Aussi simplement que ça. J'aime ça. J'aime ta réponse est vraiment humble, puis c'est la réalité, c'est ça. Parce que ça dépend où est-ce que tu es rendu dans ta vie, puis ça dépend où est-ce que tu veux t'en aller. Exactement. Avec toute ton expérience, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir depuis le jour 1? Écoute, j'aurais voulu savoir que le reprenariat existait quand j'étais au secondaire. Pour vrai? Ah, vraiment. Est-ce que looking back, tu aurais commencé directement par ça ou tu aurais quand même... Je pense que j'aurais eu quand même des apprentissages à faire, mais j'aurais commencé dans le reprenariat beaucoup plus tôt. Okay. Quand j'ai commencé, j'avais aux alentours de 35 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 40. Fait que ça fait seulement 5 ans. J'aurais aimé ça pouvoir commencer à 25. Pourquoi? Ben, imagine combien de temps tu fais peut-être ça, c'est une information intéressante.
un prêt pour une entreprise est beaucoup plus courte en C'est termes vrai. de durée C'est que vrai. pour l'immobilier. C'est vrai, l'amortissement est 15 ans. Non. Non? Non. Ben, dans l'immobilier commercial, je pense que c'est 15. L'immobilier commercial, oui, excuse-moi. 15. Excuse-moi, Mais je pensais que c'était c'était du reprenariat. mais je pensais que c'était la même chose. Non, au niveau de l'immobilier, tu vas être du 15 à 30 ans, disons, Ouais. pour l'amortissement. Mais au niveau du reprenariat, un prêt normal, d'accord, ça va être entre 7 à 10 ans. OK. Fait qu'à l'intérieur de 7 ans, ton entreprise est est debt-free, là. Wow. Si tu le désires, là. Oui. Si c'est ça Si ton tu es but. créatif, tu minimises les dépenses, tu augmentes les revenus. Écoute, si tu fais le travail que tu dois faire tel quel, sans aucun développement, en 7 ans, tu as payé ton entreprise. Wow. Fait que si jamais tu continues à faire du bon travail, puis Mhm. que tu rajoutes des briques sur ce qui a été construit, tu vas payer en 7 ans, mais tu pourrais même le payer avant 7 ans si tu le veux. En général, tu vas accumuler parce que tu veux te sortir un petit peu de liquidité ou tu veux réinvestir dans l'entreprise pour justement la faire grandir davantage. Mhm. Fait que, une chose qui est super intéressante, si j'avais commencé plus tôt, 7 ans plus tard, mon entreprise est debt-free. C'est Donc, fou, moi, hein? Pour moi, c'est une autre phase de vie qui Ben commence oui. là. Puis là, après ça, l'équité que tu as créée, qui est disponible, les autres acquisitions que tu peux faire, l'expansion que tu peux C'est aller exactement cibler. ça. Puis ça, c'est un autre point qui se rapproche beaucoup de l'immobilier, c'est que avec ton entreprise, avec un certain repaiement de la dette, à un moment donné, tu peux te rasseoir avec tes créanciers en disant, écoute, là, je fais une phase d'expansion ou je fais une phase de croissance ou je veux investir dans quelque chose d'autre. Tu refinances ton entreprise jusqu'à une certaine portion. Même chose pour l'immobilier. Dans l'immeuble, ouais. Puis là, tu vas sortir des millions littéralement. Puis là, imagine, tu te dis, OK, quand j'étais seul, j'avais fait ma petite mise de fonds, voilà ce que j'ai acheté. Là, maintenant, j'ai des millions, qu'est-ce que je fais? Puis c'est là que tu peux décider, tu dis, je vais prendre 25% perso pour moi, pour en profiter. Puis le 75%, mais écoute, un 25% dans l'immobilier en passif, puis l'autre 50%, là, maintenant, je vais aller acheter quelque chose d'autre, une autre entreprise. Je mets un PDG en place qui va opérer l'entreprise. Je reste quand même au niveau stratégique, mais là, je vais avoir les yeux sur un autre domaine que j'ai envie de développer. Puis là, tu commences à construire quelque chose d'intéressant. 100%. Ce serait quoi 3 conseils que tu partagerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le reprenariat? Le premier conseil, c'est bien s'entourer. Ça, c'est vraiment mon premier conseil, d'aller chercher l'information, d'aller chercher les gens qui ont envie de te supporter dans ton succès. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, en tant que personne, il faut mettre ses finances en ordre. Il faut que tu sois 100%. solide dans tes affaires. Le troisième conseil, je le dis puis je le répète tout le temps, il faut oser. Lancez-vous. Vous allez commencer le processus, vous allez vivre ce que j'appelle des peines d'amour. Parce que, un peu comme quand tu visites un bloc, ah ouais, ce bloc-là, je vois déjà, ouais, je vais faire ça. Ah, je te le dis, je vais rénover. J'ai rencontré tel locataire, là, lui, là. Ah non, 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 je pense que je vais faire tel service, ça va être super. Fait que là, tu es déjà en train de vivre, et après ça, tu te rends compte que ton offre n'est pas acceptée et tout, peine d'amour, ton cœur est brisé. Même chose, et encore plus profondément pour le reprenariat. Parce que tu arrives, tu vois l'entreprise, tout à coup, écoute, ça t'intéresse, puis tu vois des opportunités de croissance. Tu es déjà sur Internet le soir chez vous, là, en train de voir le domaine, voir Statistique Canada, sortir tout ça. Fait que tu vas vivre des peines, mais ce que je dis, c'est que oser. Des fois, vous allez regarder celle-là, puis une autre qui est un éléphant comparé à la fourmi que vous regardez se présente. Il faut oser, il faut au moins la regarder. C'est pas nécessairement d'aller faire perdre le temps aux gens, d'essayer d'acheter une entreprise à 100 millions quand tu as 100 000. Ouais, là, vraiment, tu es en train de les tirer, ça fait pas de sens. Ouais. Par contre, d'aller poser des questions, d'aller voir les choses, puis des fois, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Là. 100%. Partenariat, ça pourrait être une opportunité. Tout à Tu fait. n'es pas capable tout seul. Associe-toi avec quelqu'un d'autre. Exactement. Il y a de Là. la place pour tout le monde. 100%. Ou même être une autre option pour des gens qui ont de la liquidité, c'est d'être passif dans des private equity, Tout à que les fait. autres achètent des business. Tout à fait. Tout à fait. Tu vas avoir le retour sur investissement qui est super intéressant et tu n'auras pas le headache de gérer les opérations au jour En le jour. plus, exact. Et Jean-Donald, je pourrais te garder ici toute la journée. Où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils ont des informations? Mais aussi, on l'a dit off-cam, si je fais des ateliers, tu es prête à venir partager ton savoir, tes expériences, puis vraiment nous ouvrir tes livres pour que les gens puissent, après ça, 10x de leur côté? Moi, ça va me faire un grand plaisir te supporter. Je veux que ta chaîne grandisse. Tu fais quelque chose de noble. Tu donnes l'information. Fait que s'il y a des ateliers, des choses, puis je peux supporter, ça me fait plaisir de venir. Pour ce qui est de me rejoindre, bon, je vous dirais, le plus facile, ça va être par LinkedIn. Donc, me chercher, Jean-Donald Georges. En général, je vous dirais, je suis quand même assez occupé, mais j'essaye le plus souvent qu'autrement, à l'intérieur de quelques jours, de donner une réponse à chaque personne qui me c'est pas évident. contacte. Fait que je vous dirais, il y en a quand même une bonne quantité. Je continue ce rythme-là. S'il y a quelque chose, je vais changer. Mais pour l'instant, c'est le meilleur moyen de me rejoindre. Sinon, Facebook, Instagram, je pense que j'ai jamais fait un seul post. Facebook, mon dernier post, si c'est pas un repost, ça fait 2 ans que j'ai fait un post. Fait que je suis un petit peu moins actif. La page Maxivant est quand même en ligne, mais c'est d'autres personnes qui la gèrent. Fait que pour me rejoindre, LinkedIn. That's it. Et Jean-Donald, continue ta belle lancée, ta belle croissance. 10x, je te souhaite que tu pognes le monopole
dans ta sphère, Merci. puis continue ta belle croissance, man. Hey, merci Chris, puis merci de l'invitation. C'est Ça fait vraiment plaisir. apprécié. Merci, man. Boum, boum, boum. Avouez là, que ce podcast, des fois même moi-même, là, si vous ne l'avez pas aimé, c'est votre affaire, mais sincèrement, il était articulé, il était concis, clair dans ses propos. Il nous a bombardé de pépites d'or et d'informations. Sincèrement, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'espère que vous avez pris des notes parce que sincèrement, waouh! Regardez, sincèrement, là, c'était littéralement... On aurait pu appeler cette vidéo-là un masterclass. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé Jean-Donald. Avouez qu'il était sharp. Regardez, moi, je suis quasiment bouche bée. Mais dites-moi dans les commentaires, vous, votre impression, quelle partie vous avez aimé? Est-ce que le reprenariat vous intéresse? Écrivez dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo. C'est vraiment simple. Si vous avez aimé cette vidéo-là, écrivez #reprenariat. Je répète, #reprenariat. Aussi, annonce à vous faire. J'ai commencé des ateliers qui s'appellent Structure ton deal ou Structure ton flip. Là, présentement, je ne sais pas quand cette vidéo-là va sortir, mais les ateliers ont commencé. Puis, c'est la première fois que je l'annonce parce que je vais changer le nom. Je vais faire une mise à jour sur le nom. Ça ne va pas s'appeler les Structure ton deal comme que j'ai fait auparavant. Ça va s'appeler le club privé de A à Z. Qui veut dire le club privé. Parce que on s'entend les gens riches, les gens fortunés, les gens d'affaires à un très haut niveau, sophistiqués, des investisseurs qui gravitent au niveau suprême, que ce soit dans la bourse, la crypto, on s'entend. Il y a certaines informations qui ne sont pas gratuites. Ces gens-là, on ne peut pas avoir accès à ces gens-là facilement. Et c'est pour ça que je me suis dit, tu sais quoi? Avec mes ateliers, c'est littéralement ça. Ça va être des clubs privés, des événements, des ateliers, clubs privés, où est-ce qu'on va avoir quelqu'un de renom, quelqu'un avec une expertise, quelqu'un qui gravite à un très haut niveau, quelqu'un qui n'est pas facilement accessible, mais je vais vous donner accès à cette personne-là. Je vous le dis tout de suite, ça va être payant. Ce ne sera pas gratuit parce que ces gens-là, on ne peut pas avoir accès facilement à eux autres. Même Jean-Donald l'a dit, il ne répond pas tout le temps, il ne répond pas rapidement. Puis ça, c'est pour 1 ou 2 questions. Mais comment qu'on peut aller creuser dans sa tête, aller chercher de l'information pertinente pour que nous, de notre côté, on puisse aller faire la même chose? Alors, c'est pour ça que j'ai lancé les événements club privé, où est-ce qu'on va avoir accès à une personne d'expérience, d'expertise, pas quelqu'un qui nous coûte, qui nous raconte des bobards, qui nous dit du n'importe quoi. Non, on va avoir accès à de l'information privilégiée. On va avoir accès à cette personne-là. On va avoir accès à sa base de données. On va avoir accès à ses contacts. On va avoir accès à cette personne-là où est-ce qu'on va pouvoir même faire un tour de table, parler de notre situation, échanger, Q&A, mais surtout nous décortiquer de A à Z comment qu'on peut aller faire la même chose que qu'est-ce qu'il fait, selon notre situation, nos perspectives et avec ses conseils. Qu'est-ce que vous en dites? Regardez, le lien de ces événements-là vont se retrouver dans le bas de la description aussi. Ceux qui veulent rentrer en contact avec moi parce que vous voulez que je vous aide dans votre cheminement, dans votre situation pour faire des acquisitions, encore une fois, le lien se retrouve dans le bas de cette vidéo-là. Regardez, puis pour les événements, il va y avoir différents événements que je lance, mais regardez, je vais essayer de faire ça court, mais pour avoir accès aux informations à mes événements, le club privé, tout se retrouve dans le bas de cette vidéo. Et si vous désirez avoir d'autres trucs, astuces et stratégies gagnantes, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.